Voilà une façon de faire son entrée. My C'est mon destiny. destin. It C'était was now devenu a une conspiration conspiracy de of sorcières. witches. Download Téléchargez Veli Veli. today. Les escrocs, les criminels les plus sournois. Charmants, froids et calculateurs, ils trahissent la confiance et détruisent des vies, mais restent des énigmes totales. Nous allons explorer le monde mystérieux de ces grands criminels, et obtenir un aperçu sans précédent des rouages de l'esprit complexe de quelques-uns des escrocs les plus rusés au monde. Nous révélerons les détails et les subtilités de leurs crimes et nous vous dévoilerons les procès spectaculaires de ces criminels. Dans cette émission, nous découvrirons l'incroyable histoire de cette femme fatale et malveillante qui a cruellement et froidement adopté plusieurs personnalités fictives dans le nord-est de l'Angleterre pour séduire méthodiquement des hommes en mal d'amour et accéder à leur compte en banque. Emma Golightly était une sorte d'arnaqueuse de l'amour. Elle a réussi à séduire et à épouser ces pauvres hommes. En seulement 2 ans, Emma Golightly s'est fait passer pour un médecin ambitieux, une millionnaire et une pauvre victime du cancer pour escroquer au moins 6 victimes connues en leur soutirant 250 000 livres. Honnêtement, je pensais avoir touché le jackpot. J'étais fou amoureux d'elle. L'arnaqueuse Emma Golightly était si insatiable qu'elle est allée jusqu'à prononcer ses vœux de mariage face à ses victimes pour s'emparer de leur argent. Elle vivait au jour le jour, sans se soucier du lendemain. Une femme très dangereuse, je dirais. Une femme très très dangereuse. Emma Golightly est née en 1984. Elle a grandi dans la banlieue de Newcastle, dans le nord-est de l'Angleterre, et a apparemment vécu une enfance sans histoire. Elle est issue d'une bonne famille. À première vue, elle est d'un milieu assez stable et privilégié. Mais on peut penser qu'elle aspirait à un meilleur mode de vie, plus excitant et plus glamour. Ses aspirations se sont manifestées en 2004, comme le découvriront les inspecteurs par la suite. Emma aurait volé 7000 livres sur le compte en banque de sa mère et dépensé 3500 livres en plus avec sa carte de crédit, plongeant celle qu'il a élevée avec amour dans les dettes. Malgré la terrible trahison qu'Emma a infligée à sa mère, cette dernière n'a jamais appelé la police. Elle dépense des milliers de livres avec la carte de crédit de sa mère pour s'acheter des chaussures et des babioles, toutes ces choses de la vie qui donnent peut-être une bonne image aux yeux des autres, mais qui sont en réalité très superficielles. Elle avait envie de toutes ces choses, mais elle n'a jamais voulu trouver un travail et les acheter elle-même comme le feraient la plupart d'entre nous. Elle voulait les obtenir par l'intermédiaire d'une autre personne, et elle a réussi. Ses premières tentatives d'escroquerie ont fonctionné. Elle a réussi sans se faire attraper. Même le Liam Murphy n'est pas à l'abri des déprédations d'un escroc, car il n'a pas vraiment de conscience. Je pense aussi que les escrocs ont souvent tendance à commencer jeunes, avec des actes de petite délinquance. La même année, en mai 2004, Emma commence sa série d'escroqueries en piégeant des hommes qui cherchent l'amour dans la rubrique des cœurs à prendre. En fait, Emma a rencontré tous les hommes qu'elle a escroqués sur des sites de rencontres en ligne. Elle avait créé son profil sur Internet, et les hommes intéressés la contactaient par email. L'email débouchait ensuite sur un rendez-vous, qui marquait le début d'une relation, tout simplement. Avant d'être sur Internet, elle utilisait également les rubriques des cœurs à prendre dans les journaux. Ces 2 outils sont parfaits pour l'escroc, car ils lui évitent de chercher ses victimes. Les victimes venaient volontairement à elle. Et surtout, elle savait qu'ils étaient vulnérables à une escroquerie potentielle, car ils étaient seuls et cherchaient l'amour. Elle les considérait donc d'emblée comme ses cibles. J'aurais presque envie de dire que c'est une femme fatale, une arnaqueuse qui utilise ses atouts de séduction. En réalité, lorsqu'on la voit, elle ne semble pas correspondre à cette description.
Sans vouloir être méchante, elle n'avait rien d'une femme fatale, mais elle était manifestement capable d'user d'un certain charme pour manipuler les hommes. À notre connaissance, le premier homme qu'Emma séduit est Chris Williams. Comme les nombreuses victimes qu'elle ciblera à l'avenir, Emma rencontre Chris en ligne, et après un échange de messages, ils se rencontrent et ils tombent amoureux. Chris est un jeune homme de 31 ans qui dirige une société d'ingénierie à Gateshead. Il croit que la fille qu'il fréquente est une jeune fille riche de 23 ans qui travaille pour son père, un avocat prospère. Mais tout cela n'est qu'un leurre. Emma, âgée de 20 ans, va jusqu'à mentir sur son âge en se rajoutant 3 ans, mais l'arnaqueuse joue son rôle comme une pro et se fait aisément passer pour une professionnelle dans sa vingtaine. Son stratagème fonctionne. Emma Golightly se crée une personnalité attrayante et charmante, qui séduit son prétendant. C'était manifestement une experte de l'arnaque à l'amour. C'était la base de son escroquerie. Elle se présentait comme une riche femme d'affaires à la recherche de l'amour, et cette supposée richesse était la clé de son arnaque, car cela mettait immédiatement les hommes à l'aise et leur évitait de penser qu'elle voulait voler leur argent. Mais c'était exactement ce que voulait Emma Golightly. Chris Williams pense qu'Emma est la partenaire idéale, mais cette histoire d'amour n'est qu'un moyen détourné et sournois d'accéder à sa carte de crédit pour réaliser son rêve de vivre dans le luxe, en dépensant secrètement et copieusement son argent. Elle utilisait ses cartes de crédit pour faire ses emplettes, payer ses courses sur les sites de livraison des supermarchés, et elle accumulait des factures astronomiques dans les hôtels. Il s'agissait surtout de services comme des coiffures, coupes de cheveux et maquillage. C'était une simple escroquerie, mais quand ils ont fait le total, cela représentait une somme d'argent importante. À suivre, Emma Golightly pousse l'escroquerie à son paroxysme en faisant croire à l'homme qu'il aime qu'elle est en train de mourir pour arriver à ses fins malhonnêtes. Elle disait aux hommes qu'elle devait se marier avant de mourir. Je décrirais Emma Golightly comme une très bonne arnaqueuse. Sans aucun état d'âme, Emma a usé et abusé d'hommes à la recherche de l'amour. Elle convainc les hommes seuls qu'elle est la femme de leurs rêves. C'était une excellente actrice, on croyait toujours ce qu'elle disait. Elle vous parlait en vous fixant du regard. Il était évident qu'Emma continuerait à piéger ces hommes. En 2004, Emma rencontre sa première victime, Chris Williams, un chef d'entreprise de Newcastle, dans la rubrique des célibataires. En dormant dans le lit de son nouvel amant, elle met également la main sur sa carte de crédit et commence à dépenser en secret. Elle pratiquait la fraude à la carte de crédit sur la plupart de ses victimes. Elle leur volait directement leur argent, puis elle le dépensait sans attendre. Elle s'offrait des vacances coûteuses au lieu de remplir son compte en banque, mais c'est un trait classique de la psychologie des escrocs. Ils ne pensent pas à l'avenir. Leur objectif n'est pas de se constituer un pécule pour leurs vieux jours. Ils ne pensent pas vraiment de cette façon. Et elle accumulait des factures astronomiques dans les hôtels. Il s'agissait surtout de services comme des coiffures, coupes de cheveux et maquillage. Emma ne dépense pas tout cet argent uniquement pour prendre soin d'elle. Elle couvre également Chris de cadeaux pour consolider son statut totalement fictif de femme riche et prospère. En réalité, chaque centime qu'Emma dépense provient de la carte de crédit de son amant. Elle essayait de convaincre ses prétendants en leur achetant des cadeaux coûteux, mais elle le faisait en utilisant leur argent car elle les escroquait en même temps. Dans une escroquerie traditionnelle, lorsque vous essayez de convaincre la victime d'investir dans votre combine, vous lui faites gagner un petit peu d'argent afin de le convaincre. Et bien souvent, l'escroc paie cet argent avec l'investissement initial de la victime. Cela ne lui coûte rien, mais c'est assez pour faire croire à la victime que ça marche. Emma s'apprête à pousser son escroquerie encore plus loin. Elle raconte le pire mensonge qu'on puisse imaginer pour obtenir ce qu'elle veut, détruisant au passage la vie de l'homme qu'il aime. Au début de sa relation avec Chris Williams, elle lui ment en lui disant qu'elle a survécu à un cancer du sein. En s'appuyant sur son passé tragique fictif et sur l'implication émotionnelle de Chris, elle lui raconte un autre mensonge, encore plus brutal. Emma annonce à son amant que le cancer est revenu et que cette fois, il n'y a aucun espoir. Elle va mourir.
L'un des éléments les plus choquants de l'affaire Emma Golightly est l'utilisation cavalière du mensonge selon lequel elle souffrait d'une maladie en phase terminale comme le cancer, ce qui semble horrible et abject. Mais si on n'a pas de conscience, ça ne fait rien. Ce qui est intéressant d'un point de vue technique, c'est que cela lui a permis de fixer une échéance, c'est-à-dire de pousser la victime à agir dans l'urgence et à prendre de mauvaises décisions rapidement. Si vous annoncez à votre prétendant que vous avez un cancer, vous l'incitez à vous épouser rapidement. Et c'est exactement ce que fait Emma. Chris Williams croit qu'Emma va mourir d'un cancer du sein et qu'elle a une dernière volonté. Ne pas mourir sans avoir été mariée. Chris fait sa demande en septembre 2004, 5 mois seulement après leur rencontre, et bien qu'il joue malgré lui un rôle dans un scénario tordu, c'est un fiancé modèle. Il avait une entreprise contractuelle et il a perdu beaucoup de contrats car il devait l'emmener à des consultations à l'hôpital de Newcastle, mais elle ne l'autorisait jamais à entrer et à parler aux médecins. Tout cela n'est qu'une cruelle mascarade, mais 7 mois après leur rencontre, en décembre 2004, Emma, la jeune mariée mourante, et Chris Williams se marient à la mairie de Gateshead, 2 jours avant Noël. Les mensonges tordus d'Emma ont fonctionné. Elle réalise ses désirs sans penser aux conséquences de ses actes et à la personne à qui elle détruit la vie. Elle a probablement rêvé de tout ça quand elle était petite, le superbe mariage, la belle maison et les gens qui respectent sa carrière à succès. Est-ce qu'elle rêvait de la cérémonie en elle-même, de porter une robe blanche et d'être le centre de l'attention, de se sentir aimée et appréciée? Je pense que ça doit être une des raisons. Mais on peut se demander si elle voulait aussi se marier pour avoir plus de droits sur leur argent. Est-ce qu'elle s'est dit que c'était un bon moyen de gagner sa vie? Sans le savoir, Chris Williams paya la facture de l'intégralité du mariage. Sa nouvelle femme utilise sa carte de crédit pour tout payer, y compris une lune de miel en Jamaïque, qu'il pense être un cadeau du père avocat fictif d'Emma. Après son mariage, elle n'a fait que dépenser, sans s'arrêter. Elle s'est rendue dans 2 concessions Rossley, l'une à Newcastle, l'autre à York, il me semble, où elle a tenté d'obtenir des Land Rover Evoque haut de gamme pour plus de 60 000 livres en se faisant passer pour une femme d'affaires. Elle se rendait dans des concessions automobiles et commandait une Porsche ou un Range Rover, en sachant qu'elle n'avait pas l'argent pour les payer elle-même. Emma se rend dans un garage avec son nouveau mari Chris et lui propose de lui acheter une Land Rover de 42 000 livres. Emma demande même un deuxième véhicule pour sa mère, d'une valeur de 13 000 livres. Bien qu'Emma n'ait pas un sou en poche, elle promet à Chris qu'elle paiera les voitures s'il verse la caution de 1 000 livres. Son mari a versé l'argent, mais comme Emma n'a jamais réglé le solde, les voitures ont été saisies. Sa chance est en train de tourner. Et elle allait se faire prendre. Ça allait forcément finir par lui retomber dessus. Et d'abord, comment allait-elle expliquer qu'elle n'était pas morte? Elle ne pensait qu'à la gratification immédiate. Elle allait forcément être attrapée, et elle allait forcément être rejetée. Après 4 mois de mariage, Chris devient de plus en plus méfiant, et la facture de sa carte de crédit est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Emma a dépensé frauduleusement 17 000 livres avec la carte de crédit de son mari. Elle lui fait un chèque de 12 000 livres, mais il est rejeté. Victime d'une arnaque émotionnelle et financière, Chris met Emma à la porte du domicile conjugal. Mais au début, il a trop honte pour aller voir la police. L'un des problèmes rencontrés au moment d'enquêter sur ces crimes était que les hommes ne voulaient pas se manifester. Je ne sais pas si c'est une question de sexe ou de genre, peut-être que les hommes ne veulent pas assumer le fait d'avoir été escroqués et manipulés. Ça a dû être extrêmement gênant pour eux. Je pense que ce serait gênant pour n'importe qui. Dans n'importe quel scénario de ce type, ça doit être humiliant pour la personne qui s'est fait avoir d'une manière très cruelle, qui s'est offerte à quelqu'un, qui a accepté de passer le reste de sa vie avec quelqu'un et qui découvre ensuite qu'il s'agit d'une supercherie et qu'elle s'est fait piéger. On doit se sentir mortifié. La victime n'a sûrement pas envie d'en parler en détail. Elle a plutôt envie de se cacher quelque part. Je pense qu'Emma était une très bonne arnaqueuse. Elle était très douée.
Je pense qu'une femme qui sait mentir est capable de tromper n'importe quel homme. Ce n'est pas le fait qu'elle soit une femme qui m'a surprise, mais le fait qu'elle ait un physique si ordinaire. Malgré son allure, Emma a eu un aperçu de la vie de luxe et a trouvé comment financer ses envies. Elle allait séduire un homme et dépenser son argent. Après l'implosion de son premier mariage, elle a un plan de secours, et 3 semaines seulement après avoir été mise à la porte par sa première victime, elle emménage avec sa deuxième victime. Emma rencontre Andrew Norris sur son terrain de chasse, les sites de rencontres, en se faisant à nouveau passer pour une femme d'affaires. Andrew est également originaire de Newcastle, et au bout d'à peine un mois, il découvre que sa nouvelle partenaire a dépensé 5000 livres avec sa carte de crédit, menant la grande vie et séjournant dans les plus beaux hôtels de la région. Quand Andrew découvre les mensonges, le vol et la tromperie d'Emma, il met fin à leur relation, et décide lui aussi de ne pas contacter la police immédiatement. Cependant, Andrew ne connaît pas toute l'ampleur de la duplicité d'Emma. Alors qu'elle vit avec Andrew, elle commence à préparer sa troisième victime, Colin Fitton, un directeur de médias qui vit aussi dans le Nord-Est. Une fois de plus, Emma séduit sa proie en ligne, mais cette fois-ci, elle se fait passer pour une certaine Chelsea Taylor, propriétaire d'une boutique de vêtements de mariage prospère, et elle ne tarde pas à mettre en place sa cruelle stratégie. Comme pour sa première victime, Chris Williams, Emma dit à Colin qu'elle est atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'elle ne veut pas mourir sans se marier. C'est un tissu de mensonges, mais le mariage a lieu le 31 octobre 2005, le jour d'Halloween. Les filles adorent les beaux mariages, n'est-ce pas? Et il semble qu'Emma adorait vraiment les mariages, car à seulement 22 ans, elle s'était déjà presque mariée 2 fois. Cela faisait partie de son comportement habituel. En gros, elle disait aux hommes qu'elle devait se marier avant de mourir, et ils tombaient dans le panneau. Ce n'est pas la femme fatale qu'on s'attend à voir. Je pense qu'Emma est parvenue à réaliser ses arnaques grâce aux histoires de richesse qu'elle avait inventées et en leur promettant qu'elle les rendrait riches s'ils restaient avec elle. Les escrocs se sont toujours appuyés sur la cupidité de leurs victimes, c'est à la fois leur justification et leur motivation. Ils se disent, il l'a bien cherché. Seuls les gens cupides se font avoir. Ou encore, c'est la faute de leur cupidité. Ça les décharge en quelque sorte de toute responsabilité. On peut donc affirmer en toute sécurité qu'elle comptait peut-être sur le côté mercenaire de ses victimes. Mais on ne peut pas vraiment mettre en cause les motivations de ces pauvres victimes car d'après ce qu'on sait, ils étaient très amoureux. Mais il y a un problème avec les noces à venir. Emma est toujours légalement mariée à son premier mari et victime. Le couple n'a même pas encore fêté son premier anniversaire de mariage. Colin croit aveuglément aux mensonges de sa fiancée, mais la bigamie semble être la limite à ne pas franchir, même pour Emma ou Chelsea. Le jour du mariage, l'officier d'état civil ne s'est pas présenté pour célébrer les noces. Emma n'a probablement jamais pris rendez-vous avec l'officier d'état civil, et en ce jour d'Halloween 2005, le couple doit donc se contenter d'une bénédiction. Mais ces événements ont été organisés et les gens s'y présentaient de bonne foi, en croyant que cet homme et cette femme allaient s'engager pour la vie. À chaque fois, une grande partie des invités savaient, ou croyaient savoir, qu'Emma était atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'elle allait mourir. Je trouve intéressant qu'Emma montre cette espèce d'obsession pour les mariages. Elle a épousé l'une de ses victimes, elle a failli se marier avec une autre. Si la cérémonie avait réellement eu lieu, on aurait eu affaire à un mariage bigame. Mais cela suggère fortement qu'elle devait avoir cette aspiration fantasmatique, l'organisation de tous les préparatifs avant le mariage, la robe, ou le fait d'être le centre de l'attention pendant toute une journée et que tout le monde vous regarde et vous dit à quel point vous êtes merveilleuse et belle. C'est un rêve de petite fille, mais cette petite fille n'a pas beaucoup grandi. Emma va tout de même vivre son beau mariage émouvant, tout cela sans commettre de bigamie. Son fiancé pense payer la moitié de la facture du mariage. Bien sûr, Emma paye secrètement sa moitié avec la carte de crédit de sa nouvelle victime. Elle s'est arrangée pour épouser Colin, et il me semble que la cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Cobthorne, sur les quais. Elle s'est occupée de tous les invités de Colin, je pense qu'il y en avait plus de 100 qui voyageaient dans la région, et ils voulaient être logés dans les hôtels Cobthorne et Hilton. Emma a accepté de tout payer, elle s'est occupée des réservations, tous les invités ont logé dans des hôtels, mais en fait, elle a tout réglé avec la carte de crédit de Colin. Une semaine plus tard, la facture de la carte de crédit arrive et le couple d'Emma implose, comme ses précédentes liaisons.
Mais Emma poursuit son escroquerie et cherche compulsivement son prochain cœur à prendre, la quatrième victime, Stephen Bell, en adoptant la même approche. Stephen rencontre lui aussi Emma en ligne, mais pour le pauvre innocent en quête d'amour, elle n'est pas une arnaqueuse compulsive, mais une femme d'affaires prospère du nom de Taylor Williams. Elle séduit un homme et dès qu'il commence à avoir des doutes, à se méfier d'elle et à lui poser des questions difficiles auxquelles elle ne peut répondre, elle décide de passer au suivant. Je crois qu'elle passait son temps sur Internet, elle était toujours à la recherche de personnes à fréquenter, et il ne se passait parfois que quelques semaines entre le moment où elle quittait la maison d'un homme et celui où elle emménageait avec un autre. Elle trouvait très rapidement ses victimes. Mais à la fin de l'année 2005, alors qu'Emma séduit et arnaque Stephen, elle se lance dans une autre escroquerie en parallèle. Cette fois, elle n'est pas Emma Golightly, la jeune mariée mourante, mais Taylor Golightly, médecin de renommée. À suivre, l'escroquerie médicale d'Emma prend une tournure tordue et sinistre. Elle a déclaré que le garçon était décédé pendant la nuit. Emma Golightly est manifestement une arnaqueuse. Emma Golightly était une arnaqueuse en série qui séduisait les cœurs solitaires afin de mettre la main sur les codes de leurs cartes de crédit. Elle a soutiré des sommes importantes à ses victimes. Je t'ai vu, je t'ai battu, tu es le prochain, je t'ai battu aussi. Qui est le prochain? Je vais tous les battre. Fin 2005, Emma Golightly se fait passer pour une femme d'affaires à succès afin d'escroquer Stephen Bell, sa dernière victime en mal d'amour, et adopte le personnage d'un chirurgien consultant, le Dr Taylor Golightly, qui rencontre Jill Gringer lorsqu'elle vient s'inscrire à sa salle de sport. Elle m'a dit qu'elle était chirurgienne et qu'elle travaillait à Newfield à Newcastle, qui est une sorte d'hôpital privé. Elle disait y travailler comme consultante. Quand elle a rempli les formulaires et les papiers, elle a dit qu'elle s'appelait Taylor Golightly. Ce n'était pas Emma Golightly, mais un médecin, Taylor Golightly. Elle prétend être chirurgienne. Les chirurgiens et les consultants sont parmi les figures d'autorité les plus impressionnantes dans notre société. Il s'agit donc d'une bonne escroquerie. La plupart des gens vous suivront, ils seront impressionnés par vous et croiront tout ce que vous direz. Elle dégageait du charisme grâce à cette soi-disant autorité, qui était bidon. Pour nous, elle était parfaitement crédible car elle avait l'habitude d'arriver avec une mallette, un ordinateur portable et un costume. Un jour, elle a répondu à un appel sur son portable et a dit « Oh, eh bien, donnez à ce garçon tant de millilitres, ou je ne sais quel terme technique. Puis, mettez-le sous perfusion et faites ceci ou cela. » À plusieurs reprises, Emma a passé des appels téléphoniques fictifs avec des collègues imaginaires. Je ne me souviens plus du nom de la fille avec qui elle parlait, mais elle était au téléphone devant des gens et parlait avec cette collègue qui n'a jamais existé. Elle parlait toute seule, il n'y avait personne au bout du fil. Elle avait 2 téléphones portables, donc elle s'appelait elle-même, elle répondait au téléphone et se parlait à elle-même sur son autre téléphone. Mais tout cela faisait partie de son plan qui consistait à faire croire qu'elle travaillait à Newfield. Le Dr Taylor Golightly, le nouveau personnage d'Emma, ne tarde pas à découvrir que Michael, le compagnon de Jill Gringer, travaille pour la NHS et décide de saisir cette occasion pour élaborer un nouveau stratagème. Ma compagne Gillian connaissait le Dr Golightly. À l'époque, je travaillais comme consultant dans le secteur de la santé et le Dr Taylor Golightly travaillait à l'hôpital Newfield. Elle m'a dit qu'elle cherchait des fonds pour dispenser une formation. Emma, sous sa nouvelle identité de Dr Taylor Golightly, déclare qu'en plus de son travail de chirurgienne à l'hôpital privé Newfield, elle est chargée de créer une formation d'un coût de 1,25 million de livres au sein de l'hôpital. Elle suggère à Michael Jeffels et à ses collègues de lui présenter une proposition sur la manière d'allouer cette énorme somme d'argent. Étrangement, cette arnaque ne rapporte pas d'argent à Emma, simplement le sentiment d'être quelqu'un d'important. Et comme elle n'en tire aucun avantage financier, Michael n'a aucune raison de se méfier. J'ai suggéré au Dr Taylor Golightly de venir au bureau et de parler au directeur général, Alan Findlay, ce qu'elle a fait. À première vue, son langage corporel montrait une grande confiance en elle. Sa tenue vestimentaire était très professionnelle. Elle avait un ordinateur portable. Elle s'exprimait très bien, et à ce moment-là, tout laissait à penser qu'elle était docteur, et cela semblait parfaitement plausible.
C'est très important, pour un escroc, l'apparence est primordiale. Avec la bonne vitrine, si l'on peut dire, son attitude, sa façon de se tenir et son apparence peuvent en quelque sorte compenser son manque de connaissances dans le domaine de la chirurgie. À ce moment-là, Alan et moi n'avions absolument aucune suspicion. On a ensuite convenu d'autres rendez-vous, mais cette fois, à son bureau de l'hôpital Nuffield. Elle a commencé à annuler plusieurs réunions une heure avant, c'est là que j'ai commencé à avoir des doutes. Bien que des doutes commencent à surgir, car le Dr Taylor Golightly annule systématiquement les rendez-vous devant se tenir à l'hôpital, l'enjeu est suffisamment important pour Michael et ses collègues. Ils cherchent à obtenir un contrat de formation de 1,25 million de livres auprès d'une fausse chirurgienne. Ils ont beaucoup à gagner, mais étrangement, à part quelques déjeuners gratuits, les mensonges d'Emma ne lui rapportent rien. De nombreux crimes sont commis par simple appât du gain, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose d'un peu plus inhabituel, je recherche toujours deux choses. D'abord, il y a le motif financier, qui est la raison évidente, mais je regarde aussi si le crime commis par l'individu répond à un besoin émotionnel. Dans le cas d'Emma, je pense que c'est une personne qui voulait désespérément attirer l'attention, se faire remarquer, être validée en tant qu'être humain. Une partie de moi a presque pitié d'elle. Mais évidemment, ce besoin d'attirer l'attention et d'exister n'excuse pas tout ce qu'elle a fait. Dès notre rencontre, comme vous pouvez l'imaginer, avec cette somme de 1,25 million de livres, elle a immédiatement été le centre d'attention. Comme je l'aurais fait avec tout nouveau client potentiel disposant d'une grosse somme d'argent et s'affichant comme une personne importante devant le personnel, je l'invitais au restaurant pour discuter de certains aspects du contrat. Je crois sincèrement que plus les gens s'occupaient d'elle et chantaient ses louanges, plus sa confiance et son amour-propre grandissaient. Mais il y a eu un effet boule de neige. On aurait pu mettre un terme à tout ça en disant « Malheureusement, nous n'avons pas les fonds nécessaires » ou trouver une autre excuse. Mais la situation continuait à s'envenimer. Mais Emma, ou Dr Taylor Golightly comme on l'appelait, ne s'arrête pas là. Elle imagine d'autres mensonges. Contrairement à l'arnaque du mariage, Emma n'y trouve pas d'avantages financiers, mais il y a des similitudes avec ses autres arnaques, comme le cancer imaginaire. Cette fois, ce n'est pas elle qui est en train de mourir, mais un de ces jeunes patients fictifs qui a une dernière volonté que Michael peut aider à réaliser. Comme le petit garçon avait dit qu'il adorait le football, mon compagnon Michael s'est arrangé pour qu'Alan Shearer et quelques autres footballeurs le rencontrent. J'ai parlé à Graham Souness, il était d'accord. Il serait dans les vestiaires, il aura un ballon dédicacé, un maillot dédicacé, on va faire tout ça pour ce garçon. Ce sera le plus beau jour de sa vie. Puis elle m'a dit qu'il avait des bouteilles d'oxygène et qu'il devait être transporté sur un lit. On parlait de Newcastle United et Graham Souness, mais elle n'a jamais été dépassée par les événements et Alan a accepté sans aucun problème. Tout était prévu, la rencontre a été confirmée la veille au soir. Le lendemain matin, elle a dit que le garçon était mort pendant la nuit. Je l'ai appelée pour m'assurer que la rencontre avait bien lieu, elle m'a répondu que la nuit avait été horrible. L'enfant était décédé, elle allait me rappeler. Elle était trop émue et fatiguée pour l'instant. Bien sûr, ma réaction a été de lui répondre « C'est terrible, je suis vraiment désolé. Je vous rappellerai plus tard. » On a appris depuis que cet enfant n'existait pas, mais c'était un appel téléphonique assez difficile. J'avais des soupçons à ce moment-là, mais je visualisais toujours ce pauvre enfant, même si je soupçonnais qu'il n'existait pas et qu'il était fictif. Je me disais qu'il y avait toujours une probabilité que ce triste événement ait pu arriver. Et honnêtement, à ce moment-là, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait imaginer un mensonge aussi grave. Encore une fois, elle a réussi à renforcer sa crédibilité d'une façon très perverse. Le terrible mensonge de l'enfant décédé n'étouffe les soupçons de Michael que pendant un certain temps. Les faux fonds qu'Emma lui propose ne cessent d'augmenter, et malgré l'attrait de ces sommes considérables, il ne peut s'empêcher de se méfier. Au départ, le financement s'élevait à 1,25 million de livres,
puis il est passé à 1,5 million, et enfin à 1,75 million. À chacune de nos rencontres, elle ajoutait un quart de million de livres au financement total. J'espérais donc que la somme continuerait de gonfler et que le financement augmenterait encore. Mais à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des soupçons. J'ai décidé de me renseigner un peu plus sur Taylor. Je me suis rendu à l'hôpital Nuffield. Je suis allé à la réception principale, j'ai demandé le docteur Taylor Golightly et la réceptionniste m'a dit qu'elle ne connaissait pas ce nom. J'ai dit, vous vous trompez, on réalise un financement pour vous, on va dispenser des formations NVQ. Elle m'a répondu, c'est impossible. J'ai vérifié le registre. Il n'y a pas de Taylor Golightly ici. Je lui ai demandé de vérifier si son nom apparaissait sur au moins un registre. Et cette gentille dame a passé en revue tous les dossiers, ça a duré au moins 15 à 20 minutes. Elle m'a répondu, non, il n'y a absolument personne portant ce nom qui a travaillé dans cet hôpital ou dans tout autre hôpital appartenant à Nuffield. On a donc appelé la police. Après sa petite enquête, Michael contacte la police. Mais il n'est pas le seul. Plusieurs mois après avoir été escroqués, Andrew Norris et Colin Fitton, les deuxième et troisième victimes amoureuses d'Emma Golightly, ont décidé de sortir de leur silence. Ils ont également signalé le comportement inquiétant d'Emma Golightly à la police. Un homme du nom d'Andrew Norris, qui vit dans le Northumberland, nous a signalé qu'il avait constaté des transactions frauduleuses sur sa carte de crédit et qu'elles avaient été commises par une personne du nom d'Emma Golightly. Nous avons donc commencé à enquêter sur cette infraction, identifier l'identité d'Emma et repérer l'endroit où elle vivait dans le quartier Walker de Newcastle, puis nous avons mené l'enquête. Il s'est avéré qu'un incident similaire avait déjà été signalé par un homme du nom de Colin Fitton qui avait fait des allégations semblables à propos d'Emma, et qu'un autre commissariat enquêtait sur cette affaire. Quand nous avons reçu la plainte de l'homme du Northumberland, nous avons fait le lien et nous sommes allés lui rendre visite pour discuter. Les allégations concernant les faux personnages et les crimes d'Emma Golightly font désormais l'objet d'une enquête. Michael Jeffels, qui a enquêté sur la chirurgienne et découvert la supercherie, aide la police à organiser un coup monté afin d'arrêter l'arnaqueuse de 21 ans. Je lui ai dit, Taylor, on a réalisé quelques recherches et on a découvert que vous n'étiez pas chirurgienne. Elle a répondu, bien sûr que si. Vous savez, je suis allé à l'hôpital Nuffield et vous n'existez pas, votre nom n'apparaît dans aucun registre là-bas. Sans hésiter, et là encore, avec une confiance incroyable, elle m'a répondu, vous voyez, je vous ai parlé de cette formation, et maintenant, vous me croyez quand je vous dis que ce personnel a besoin d'être formé. Je lui ai dit, Taylor, la police est là. Et elle a dit, ah bon. La police est arrivée et lui a demandé son nom. Elle a dit, Dr Taylor Golightly. Pouvez-vous nous redonner votre nom? Dr Taylor Golightly. Et le sergent a dit, écoutez Emma, nous allons vous le demander une dernière fois, vous appelez-vous Emma Golightly? Elle a répondu, oui. L'instant d'après, elle a été escortée très discrètement hors des locaux. Environ 2 heures plus tard, un officier de police m'a appelé pour me dire qu'elle était actuellement en cellule, mais que le psychologue de la police avait déclaré qu'il ne pensait pas pouvoir l'interroger seul à seul et qu'il avait donc demandé à ses parents de venir la rejoindre. Je crois que ses parents et sa grand-mère sont venus. Évidemment, la police nous a demandé si on voulait engager des poursuites. Elle s'était inscrite à la salle de sport et avait payé l'abonnement, mais son chèque avait été rejeté. On n'a pas voulu engager de poursuites. Pour nous, elle avait clairement des problèmes. Par bonté d'âme, Michael et Jill ne portent pas plainte, dans l'espoir que la rencontre d'Emma avec la police serait l'électrochoc dont elle avait besoin. La police relâche Emma mais continue l'enquête sur les escroqueries amoureuses dont elle est accusée. Étonnamment, elle continue simplement de vivre de ses escroqueries, et 1 mois plus tard, elle se retrouve à nouveau en garde à vue. Emma fréquente encore sa 4e victime connue, Stephen Bell, qui la connaît sous le nom de Taylor Williams, femme d'affaires prospère. Et une fois de plus, Emma joue la carte cruelle du cancer, en affirmant qu'elle est mourante. Emma ne s'embête pas à changer d'apparence ou à perdre du poids pour faire croire qu'elle est atteinte d'un cancer. Elle s'appuie simplement sur le fait que le cancer est un sujet tabou, trop grave pour être traité à la légère, et leur montre des médicaments, qui sont en fait des antihistaminiques et des antidépresseurs. Cette malade du cancer vit chaque jour comme si c'était le dernier avec Stephen Bell, elle le couvre de cadeaux et de vacances coûteuses. Comme toutes les autres victimes, Stephen paye la note. Mais cette fois, Emma se surpasse. Elle le dupe complètement et dépense 88 000 livres de son argent. Il finit par appeler la police, et elle est arrêtée et inculpée en janvier 2006. Quand elle s'est retrouvée face à toutes les questions et toutes les preuves,
Elle a tout avoué. Elle a tout de suite levé les mains et a dit « Oui, je suis coupable. J'ai pris leurs cartes bancaires dans leur portefeuille et j'ai noté les numéros. » Elle s'est montrée très humble dans ses aveux. Je ne sais pas si c'était la véritable Emma ou si c'était une autre façade qu'elle mettait en avant simplement pour se faire passer pour la victime alors qu'elle était poursuivie pour des délits qu'elle avait commis, et je ne le sais toujours pas. À l'époque, nous avons dû la libérer sous caution parce que nous attendions la décision du CPS pour être autorisés à l'inculper. Elle est revenue au poste de police et a été inculpée de 14 ou 15 délits de tromperie. Cela représentait un total d'environ 170 000 livres de délits pour lesquels elle a été poursuivie en justice. Alors qu'elle était en liberté sous caution dans l'attente de sa condamnation, un policier de Wallsend m'a appelé pour se renseigner sur elle, car elle avait recommencé. La libération sous caution et le procès en cours ne suffisent pas à dissuader Emma d'arnaquer et d'humilier les hommes rencontrés en ligne. Elle rencontre la 5e victime, Richard Sutherland, et met en place la même escroquerie. Il s'avère qu'elle a secrètement dépensé 3 000 livres avec la carte de crédit de Richard Sutherland. Elle fréquentait un certain Sutherland qui vivait dans la région de Gateshead, dans le Tyneside, et lui avait remis un chèque de 500 livres pour ses dépenses quotidiennes. Apparemment, elle habitait chez lui. Ce chèque était en fait un chèque volé dans le chéquier de sa mère et elle a été arrêtée plus tard à son domicile. En réalité, elle vivait à l'hôtel Jesmond Den et elle avait payé toutes ses nuits d'hébergement et ses repas avec les cartes de crédit de M. Sutherland. Et d'autres victimes d'Emma déposent plainte, ce qui retarde le procès. L'affaire devient une énorme affaire de fraude aux proportions incroyables. Emma fait l'objet de plus de 100 inculpations, elle a volé et dépensé 250 000 livres et la police connaît désormais au moins 5 de ses victimes amoureuses. En septembre 2006, une audience est prévue pour la fin de l'année. Emma plaide coupable pour ses crimes commis à l'encontre des victimes à qui elle a brisé le cœur et le portefeuille. Mais alors même qu'elle a admis sa culpabilité, Emma s'en prend à un autre pauvre cœur solitaire, sa 6e et dernière victime, Stephen Keenan. Je suis entré en contact avec Emma par le biais d'une petite annonce dans le journal local. J'étais vigile de nuit, donc je ne sortais pas beaucoup. Je cherchais une femme, donc j'ai publié une annonce, et elle y a répondu. La première fois, on est allé boire un verre. Je n'ai pas eu le coup de foudre au premier regard, mais dès notre première rencontre, j'ai tout de suite été attiré. Je trouvais qu'elle avait une personnalité incroyable. Je pensais qu'elle était trop bien pour moi car elle semblait très intelligente, bien habillée, bien payée. Elle disait être web designer et gagner 60 000 livres par an. Ce qui m'attirait vraiment chez elle, c'est qu'elle avait une super personnalité et que mes amis et ma famille l'adoraient aussi. C'est généralement quelque chose qui compte beaucoup. Ils l'ont adorée dès le début. Elle semblait être quelqu'un de très sociable. Ils ont tous des professions très différentes, mais elle était capable de s'intéresser à chacun d'entre eux en se mettant à leur niveau. Les gens disaient même qu'elle était trop bien pour moi pour que j'aie mon mot à dire. Elle était entrée à l'université à 16 ans, elle avait grandi aux États-Unis. Incarnation de la petite amie idéale, Emma se transforme ensuite en arnaqueuse accomplie pour soutirer de l'argent à ses amants. Elle fait croire avec succès qu'elle est riche alors qu'elle a des problèmes bancaires et a besoin d'emprunter de l'argent. Elle me disait que son père était millionnaire qui vivait à Londres, donc elle m'empruntait généralement quelques centaines de livres ou 1000 livres. Quand je la revoyais quelques semaines plus tard, elle me disait « Mon père n'avait que 300 à 400 livres » et elle me remboursait, mais jamais la totalité, toujours moins de la moitié. Comme elle me remboursait en partie, je la croyais. J'ai continué de lui prêter quand elle demandait et elle me remboursait en partie. Elle ne m'a pas volé une grosse somme d'argent en une seule fois, ça s'est fait progressivement. Et à côté de ça, je lui achetais des tonnes de cadeaux. Je pense que tous les hommes qui se sont fait escroquer par Emma étaient subjugués par elle. J'ai parlé à un homme en particulier qui n'arrivait pas à croire à quel point il avait été crédule, à quel point il s'était laissé duper par les mensonges et la tromperie qu'elle avait imaginée, et à quel point elle avait réussi à dissimuler les traces des transactions effectuées avec sa carte de crédit pour financer le style de vie qu'elle lui promettait et qu'elle lui offrait presque, d'une certaine façon. Emma emploie de nombreuses techniques pour conserver leur attention. Les messages qu'elle m'envoyait étaient assez explicites. Nous n'avons pas consommé notre relation avant un certain temps, mais elle m'envoyait souvent des messages et des photos provocantes. Les messages servent à compenser l'absence de vie sexuelle, car Emma affirme avoir été victime de relations abusives par le passé. Et cela semble fonctionner,
cela pousse Steven à prouver qu'il ne cherche pas à blesser Emma et qu'il est sérieux et engagé dans leur relation. Elle a pris son temps, mais après quelques mois, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je lui ai acheté une bague de fiançailles avec un diamant et j'ai demandé sa main. Elle semblait très heureuse et elle a dit oui. Elle a même pleuré. Je me disais que j'allais passer le reste de ma vie avec elle. À suivre, le monde de Stephen Keenan s'écroule lorsqu'il découvre la vérité sur l'arnaqueuse la plus prolifique du Nord-Est. Il y avait sa photo avec le titre « Mangeuse d'hommes ». L'article ne parlait pas de moi, mais ça aurait pu être le cas. Je connaissais tous ces mensonges car elle me les avait racontés. Emma Golightly vivait au jour le jour. En l'espace de 2 ans, Emma Golightly a soutiré 250 000 livres à au moins 6 hommes. Elle a été très calculatrice dans sa façon de cibler ses hommes. C'était un caméléon, elle se mettait en scène pour plaire à ses interlocuteurs. Le mari de rêve, le mariage merveilleux, elle voulait tout de suite. Et elle a utilisé les cartes de crédit de ces hommes pour le faire. Ça allait forcément finir par la rattraper. En décembre 2005, Steven tombe fou amoureux d'Emma Golightly et la demande en mariage. Mais Steven est loin de se douter qu'il est la dernière d'une longue liste de victimes qu'Emma a cruellement, insensiblement et méthodiquement exploitées au cours des 2 dernières années. Sans se préoccuper du fait qu'elle est en liberté sous caution et qu'elle attend la date de son jugement, Emma continue de se livrer à son escroquerie habituelle et fait de nouveau croire à sa victime qu'elle a un cancer. Mais cette fois-ci, sa supercherie du cancer est encore plus troublante et dérangeante que d'habitude. Un soir où je devais sortir avec des copains, elle m'a appelé en pleurant pour me dire que sa mère venait de mourir d'un cancer. Elle m'avait déjà dit que sa mère était à l'hôpital. Mais je ne m'y attendais pas. Je suis resté à ses côtés. Mais elle ne voulait pas de ma compassion. Elle disait qu'elle en avait déjà trop reçu et qu'elle voulait passer à autre chose le plus vite possible, ce que je pouvais comprendre car je sais que les gens vivent le deuil de différentes manières. Mais quand j'y suis allé et que j'ai rencontré sa belle-mère, j'ai découvert plus tard que c'était en fait sa mère. La plupart d'entre nous ne mentiraient pas à propos de la mort d'un proche ou d'un cancer. On n'en serait pas capable. On n'accepterait pas le fait d'imaginer un mensonge aussi grave. Elle l'a fait sans aucun remords et je pense qu'elle cherchait surtout à gagner de la sympathie, de l'attention et qu'on s'occupe d'elle. Ces mensonges l'aidaient à satisfaire ses besoins émotionnels et aussi ses besoins financiers. Elle m'a même dit qu'elle avait eu peur d'avoir un cancer de la gorge. Mais tous ces gros mensonges tournaient autour du cancer à un moment ou à un autre. Soit elle l'avait, un de ses proches l'avait, sa mère en est morte. Je ne sais pas si elle en a fait une fixation dans son enfance, si elle a perdu un proche, ou si c'est simplement parce qu'elle est très intelligente et qu'elle sait que les gens ne se poseront pas de questions. Mais tout tournait autour du cancer. Occupé à soutenir sa fiancée soi-disant en deuil, Stephen Keenan ignore que sa future épouse est une escroc qui a été arrêtée et inculpée pour avoir arnaqué ses anciens amants. Mais sa dernière victime est sur le point de découvrir la terrible vérité en même temps que tous les habitants de la région de Newcastle. Tout a pris fin un matin où j'ai reçu un texto à mon réveil. Ne lis pas le journal, ce sont des mensonges. Je suis allé regarder le journal. Il y avait sa photo et le titre « Mangeuse d'hommes ». L'article ne parlait pas de moi, mais cela aurait pu être le cas. Tous ces mensonges, elle me les a racontés à moi aussi. Je lui ai demandé des explications. Elle n'a rien voulu admettre. Stephen Keenan se rend compte qu'il n'est qu'une victime de plus de l'insensible escroc et met fin à leur relation, et moins d'un mois après avoir découvert que ses fiançailles étaient une imposture, l'ex-fiancé de Stephen comparaît devant le tribunal de Newcastle et va être jugé pour les 17 chefs d'accusation pour lesquels elle plaidera coupable. Ces accusations comprennent le vol et l'obtention de biens par tromperie. En plus de ces accusations, Emma reconnaît 88 autres délits et demande qu'ils soient pris en compte. Pendant 2 ans, Emma Golightly a dépensé frauduleusement et méthodiquement 250 000 livres avec les cartes de crédit de ses victimes. Entre 20 et 30 000 livres. Je m'en suis relativement bien sorti, mais c'est peut-être parce qu'elle s'est fait prendre entre-temps. Si ça n'avait pas été le cas, elle m'aurait sûrement ruiné. Quand elle s'est présentée au tribunal, les gens ont été frappés par le fait qu'il s'agissait d'une jeune fille normale, d'apparence ordinaire, qui a pleuré plusieurs fois au cours d'une audience relativement courte.
On se demande comment elle a pu commettre tous ces crimes. Comment cette personne assise-là peut-elle être capable de tels mensonges et tromperies? Elle était si jeune et avait l'air si ordinaire. Mais je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. La première victime d'Emma Golightly a été sa mère, mais elle a toujours soutenu sa fille. Même si toutes ces victimes ont vécu un cauchemar, celle qui a été oubliée dans la vie d'Emma est peut-être sa mère, à qui elle a volé plus de 7000 livres avec sa carte de crédit et d'autres sommes d'argent. Sa mère n'a jamais porté plainte, elle est aux côtés de sa fille et l'accompagne dans cette épreuve, c'est peut-être un signe de rédemption pour Emma à l'avenir. Lors du procès, le juge reconnaît qu'Emma Golightly souffre d'un trouble de la personnalité, mais ses crimes sont si graves que la seule option est la prison. Le juge a déclaré qu'elle avait besoin d'aide pour soigner ce trouble de la personnalité, qu'elle n'avait pas d'argent et qu'il était peu probable qu'elle en ait, donc il ne l'a pas condamnée à des dommages et intérêts. Il a recommandé qu'elle suive un traitement en prison pour s'assurer qu'elle ne recommence pas. Franchement, c'était un désastre parce qu'ils ont joué la carte de la maladie mentale, mais je ne crois pas du tout qu'elle en souffrait. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle présente bien certains symptômes ou certains aspects des troubles de la personnalité, mais ça n'excuse pas ses actes. Elle savait très bien que ce qu'elle faisait était mal, tout était clairement calculé. Bien qu'elle dise qu'elle ne pouvait pas vraiment contrôler son comportement, elle le contrôlait suffisamment pour être jugée pénalement responsable de ses actes. La série d'escroqueries d'Emma Golightly a fait la une des journaux nationaux, et malgré les plus de 80 délits énoncés au tribunal, elle n'a purgé qu'un quart de sa peine de 2 ans d'emprisonnement. Elle a fait 6 mois dans une prison ouverte et le reste avec un bracelet, alors qu'elle a volé 250 000 livres. Ce n'est pas ça qui va dissuader les escrocs du monde entier. Une fois libérée après avoir purgé sa peine de 6 mois, Emma a repris le cours normal de sa vie dans la société qu'il a qualifiée de mangeuse d'hommes. Ses victimes n'ont plus qu'à regretter le jour où elles ont rencontré cette arnaqueuse compulsive. Je me sens bête, énervé, je regrette. Je ne connais pas Emma. La femme que je connais me manque, mais elle n'a jamais existé. Je n'éprouve aucun sentiment pour Emma Golightly, car je ne l'ai jamais connue.